Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Connexion primordiale dans la série En balade avec Paul. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme prévu, on va se lancer aujourd'hui dans un petit marathon de 7 épisodes sur les 7 dimensions de l'intelligence de Paul Denison et les liens que je fais moi en intégration motrice primordiale avec tout ça. Si vous écoutez cet épisode sans avoir écouté l'épisode introductif, j'ai écrit un épisode introductif qui s'appelle Les 7 dimensions de l'intelligence. Il faut avoir écouté l'épisode introductif, s'il vous plaît, avant d'écouter chacun des 7 épisodes qui suivent. Et en particulier, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle La dimension du centrage. Qu'est-ce que la dimension du centrage? Alors tout d'abord, la dimension du centrage, on comprend ce que ça veut dire, le centre, être dans son centre, être centré. Beaucoup de gens parlent de ça dans les approches corporelles, dans les approches dites de développement personnel. Des gens le disent spontanément quand ils viennent nous voir en séance individuelle. Je voudrais être plus centré, je ne suis pas centré, je suis décentré, je veux rester centré dans telle situation, je perds mes moyens, je ne suis pas centré, etc. Donc on voit déjà que dans cette idée de dimension du centrage, il y a tout de suite une composante du centrage corporel, du centre du corps. Donc on imagine tous le fameux homme de Vitruve dessiné par Léonard de Vinci, où on sait que le centre du corps est tout proche du nombril, et que si je mets mes bras, si je me positionne en étoile, si je mets mes bras au-dessus de la tête en étoile, on voit que le centre du corps, et qu'on prend une règle et qu'on tire une verticale qui va de main droite à pied gauche et de main gauche à pied droit, et qu'on fait le dessin, on voit que le centre, à peu près, de notre corps, c'est au niveau du nombril. C'est là aussi que nous disent les scientifiques que se trouve le centre de gravité. Alors en général, on dit que c'est 2 doigts, largeur de 2 doigts en dessous du nombril, quelque chose comme ça. Bref, c'est là où on trouve le centre de gravité humain. Donc on pourrait dire que c'est ça le centrage. Donc il y a cet aspect corporel. Est-ce que je suis bien organisé dans mon corps pour trouver mon centre physiquement? Vous vous rappelez à l'école quand, je sais pas moi, en cours de gym, le prof de gym parlait parfois du polygone de sustentation pour trouver son équilibre sur ses 2 pieds, etc. Mais c'est un peu quelque chose de similaire, sauf que là, c'est le centre de gravité du corps. Je suppose que si j'ai un bon centre de gravité dans mon corps, j'aurai un bon polygone de sustentation. Mais c'est aussi, on l'entend donc dans le vocabulaire que les gens emploient, une notion très liée aux émotions, au centrage émotionnel. Je suis centré physiquement, donc je suis plus à l'aise pour bouger dans mon corps, et je suis centré émotionnellement, capable de faire face à la pression ou à des situations émotionnelles ou quoi. Donc on voit déjà cette double composante, rien que de dire le mot centrage. Alors qu'est-ce que c'est concrètement le centrage pour Paul Denison, dans le travail des Denison? C'est la dimension au bas. Je me reprends tout de suite ce que j'ai dit le travail de Paul Denison, et puis après j'ai dit des Denison. C'est vrai que Paul Denison avait déjà mis en place un certain nombre de choses, quand ensuite il a rencontré Gail Denison, et Gail Denison a développé tout un tas de choses de son côté au sein de l'éducation kinesthésique qui a apporté une toute nouvelle dimension à ça. Si ça vous intéresse, reportez-vous un épisode que j'ai fait qui doit s'appeler « Le mouvement le plus important en éducation kinesthésique », et où je parle un peu de l'historique de l'éducation kinesthésique, des Denison, etc. Donc voilà, des fois je dis Paul Denison parce que sans doute le concept que j'évoque vient directement de lui, et des fois je dis les Denison parce que ça vient de leur approche qu'ils ont créée en commun. Voilà, vous pouvez... c'est pas très modeste ce que je vais dire, mais c'est un petit peu ce qui se passe avec Ludivine et moi. J'ai mis en place des choses, et puis après, Ludivine, quand je l'ai rencontré, donc moi j'ai créé l'IMP en 2011 avec mon expérience que j'avais, et puis quand j'ai rencontré Ludivine, qui a suivi les premières formations en 2012, mais on a commencé à travailler ensemble quotidiennement à partir de 2014, les choses ont énormément évolué, elle a apporté énormément de choses au niveau de la périnatalité, au niveau de sa compréhension, au niveau de tout ce que son expérience elle-même, etc. Donc les choses ont énormément évolué quand j'ai rencontré Ludivine. Certes, j'ai mis en place les cours de base, les formations telles que vous les connaissez, mais que ce soit la philosophie, les techniques, la pédagogie, la présentation, tout un tas de choses, énormément de choses ont changé. Donc voilà. Donc dans l'idée des Denison, ou de Paul Denison, des Denison, l'idée de centrage, c'est l'idée au bas, c'est le lien au bas. On parle des 3 dimensions de l'être humain, au bas, droite, gauche, avant, arrière.
les 3 dimensions de l'être humain. Hein. On est un univers à 4 dimensions. L'univers spatio-temporel, il y a 3 dimensions spatiales, une dimension temporelle. On peut se déplacer dans les 3 dimensions spatiales en bougeant. En revanche, on ne peut pas se déplacer dans les dimensions temporelles hors notre imagination. On peut penser au passé, on peut se projeter dans le futur, mais on ne peut pas remonter dans le temps ou aller plus vite dans le temps. Malheureusement, on ne le peut pas. Donc, il y a ces 4 dimensions. Donc, ces 4 dimensions sont incluses dans les 7 dimensions d'intelligence. Il va y avoir la latéralité droite-gauche, le centrage au bas, la focalisation avant-arrière, et la dimension temporelle, c'est-à-dire les émotions. Ça sera la dimension de la motivation, et aussi un petit peu la dimension du centrage. On y revient. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée de dimension au bas? Eh bien, il faut comprendre que dans l'idée de Denison, on va observer les 3 dimensions dans le développement du bébé, puis chez l'enfant un peu plus grand, et puis qu'est-ce qui se passe à l'école, comment j'interagis avec mes 3 dimensions, et qu'est-ce qui se passe dans le corps au niveau de ces 3 dimensions. Et évidemment, le cerveau fait partie du corps, et comment le cerveau fonctionne dans ces 3 dimensions. Vous connaissez tous la dimension droite-gauche au niveau du cerveau, et les histoires de cerveau droit, cerveau gauche. Ben, il y a aussi des interactions qui se passent entre le haut et le bas du cerveau, entre les parties plus, on va dire, inférieures et supérieures, sans qu'il y ait de jugement de valeur là-dedans, les parties hautes et parties basses du cerveau, et puis entre l'arrière et l'avant du cerveau. Parce que le cerveau fait partie du corps, il y a des interactions tridimensionnelles, et puis c'est tout. Donc, l'idée de Denison, c'est d'observer comment quelqu'un bouge dans ces 3 dimensions de l'espace. Et en particulier, pour l'épisode du jour, comment quelqu'un se déplace dans sa dimension au bas. Est-ce que je suis à l'aise à monter? Exemple, je peux passer de la position accroupie à la position debout, de la position debout, me mettre sur la pointe des pieds, lever mes bras au-dessus de la tête et chercher à atteindre quelque chose au-dessus de moi. Je peux aussi sauter. Est-ce que je suis à l'aise pour aller dans ma dimension qui monte, en quelque sorte, et aussi dans la dimension qui descend? Donc quand je suis en haut, est-ce que je suis à l'aise pour descendre, pour m'accroupir, pour aller vers le bas? Est-ce que je suis autant à l'aise pour monter que pour descendre? Est-ce que quand je monte et que je descends, mon bassin reste bien en place? Est-ce que je garde mon équilibre sur mes 2 pieds? Est-ce que ce mouvement au bas est fluide, facile, agréable? L'idée et le travail de Denison, qui est pour moi un travail de génie et de chercheur, ce que je ne suis pas, puisque l'IMP, je n'ai fait que reprendre à mon compte les idées d'autres personnes, de les réorganiser, de leur trouver peut-être une autre finalité, une autre manière de voir. J'ai fait communiquer des gens qui n'avaient pas communiqué entre eux pour créer quelque chose qui est, on va dire, une pédagogie, une philosophie, une manière de voir et une approche. Hein, j'aime bien dire que l'IMP est une approche. Dans l'idée de Denison, et qui lui découvre des choses, j'allais dire à partir de rien, non pas à partir de rien, d'autant plus qu'il cite cette source. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de méthodes. Là, récemment, je ne citerai pas une méthode qui fait beaucoup de choses, qui a tout réinventé et qui ne cite aucune source, qui n'a rien à voir avec les réflexes. Hein, je veux dire, une approche de... Je ne citerai pas, mais bref. Et où cette personne réutilise plein de choses de plein de gens, en faisant croire que cette personne a tout inventé à partir de rien, et que c'est elle qui a la science infuse d'avoir inventé tout ça, alors qu'elle n'a fait que reprendre des choses à son compte, sans citer ses sources. Donc une démarche contraire de scientifique ou d'intellectuellement, comment on dit, je sais plus. Bon, bref, c'est pas respectueux intellectuellement en tout cas. Donc, dans l'idée de ce haut et de ce bas, Denison s'est rendu compte que, en observant les 3 dimensions, eh bien, certaines personnes qui avaient du mal à se déplacer droite-gauche avaient certaines difficultés dans leur quotidien qui sont différentes des gens qui ont du mal à se déplacer au bas et que des gens qui ont du mal à se déplacer avant-arrière. C'est-à-dire que ces 3 dimensions corporelles sont liées à des fonctions, bien sûr corporelles, mais aussi à des fonctions, on pourrait dire, cognitives, des capacités d'apprentissage spécifiques. Et donc la dimension au bas, ça va être la dimension qui est liée plutôt à ce qu'on appelle l'organisation. Comment je m'organise dans mon corps, et comment le fait que je sois bien organisé dans mon corps permet de m'organiser dans mon environnement, et quelque part de m'organiser dans ma pensée, dans ma tête, dans mon imagination. Et ça, c'est très important, et on le voit bien. D'ailleurs, il y a des études qui ont mis en évidence, non pas des études qui portent sur le brain gym, il n'y a pas véritablement eu d'études indépendantes sur le brain gym. Il y a eu des études sur, par exemple, des personnes âgées qui pratiquent le tai chi. Ça a été étudié. Parce que des gens ont mis en question l'utilisation du tai chi. Le tai chi, voilà, on fait des mouvements très lents, c'est
Pour certaines personnes, ça ressemble à une pseudo-gymnastique. On ne soulève pas des poids, on ne fait pas du stretching, on ne fait pas du cardio. On est là à faire des mouvements très très lents. Moi, j'adore, hein, personnellement. Je suis un peu, comment dire, je suis un petit peu, j'allais dire rebelle, mais pas rebelle. J'ai du mal avec faire la méditation pleine conscience. J'ai essayé pendant des années de faire la méditation pleine conscience, de m'asseoir et d'être conscient de mes pensées, mais je chapeaute trop de la cafetière, comme disait un psychiatre que j'ai vu. Et ça me fait pas de bien, finalement. Je fais des ruminations, puis ça me stresse et je suis plus stressé après. Et je peux vous dire que j'ai suivi pas mal d'enseignements, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai écouté, bref. En revanche, dès que je fais de la méditation avec le corps, ça change tout, comme le tai chi, le qigong, ou comme du travail respiratoire. Là, chez moi, ça change tout. Ça va me recentrer. Et je n'ai pas dit que la méditation pleine conscience n'est pas bonne et qu'il ne faut pas la pratiquer. J'ai dit que dans mon cas, et je suppose dans le cas d'autres personnes, ça n'apporte pas les bienfaits que c'est censé apporter. Vous pouvez arguer que je le fais mal, que je n'ai pas suivi les bons enseignements, etc. J'ai expérimenté plein de choses pendant des années avec plein de gens. Ça ne m'a pas centré, ça ne m'a pas fait du bien. Je réessaye régulièrement, mais non. En revanche, dès que je vais faire des exercices autour de la respiration, et c'est pas pour rien parce que la respiration est liée au centrage que je dis ça, et dès que je vais faire, on pourrait dire, de la méditation incarnée par du tai chi, par du qigong, là ça change tout. Alors je vous parlais de ces études, pour revenir à mon mouton, le centrage, eh bien on s'est dit, est-ce que ça vaut quelque chose que les personnes, parce qu'on voit surtout des personnes âgées faire du qigong, c'est ce qui est un tort, hein, il devrait y avoir des gens de tout âge, mais on voit surtout des personnes âgées. Eh bien, on s'est dit, est-ce que ça apporte quelque chose? Donc il y a plusieurs études qui ont été faites, des études scientifiques, tout à fait valables et publiées. Et on a mis en évidence que les personnes âgées qui pratiquaient le tai chi, évidemment, comme on fait des mouvements lents et contrôlés, ça va activer très très fort, d'une part, le système vestibulaire, le centre de l'équilibre, et d'autre part, le système proprioceptif, la perception de notre corps. Et ce faisant, bien, les gens amélioraient leur équilibre, la perception d'eux-mêmes, et parallèlement, tout un tas de compétences cognitives, de concentration, d'organisation justement, et de choses comme ça. Donc on s'est rendu compte que les personnes étaient de fait plus centrées, et c'est quelque chose que les gens font facilement dire, d'autant plus que dans la philosophie chinoise, on parle beaucoup du Tantian, du centre du corps, de la zone sous le nombril, et donc c'est une autre manière de parler du centrage. Il parle beaucoup du centrage en philosophie chinoise. Et de fait, ce centrage corporel amène un centrage émotionnel. Alors sans que Denison parle de tout ça au niveau de la médecine chinoise directement, même s'il connaît, qu'il a étudié un petit peu tout ça, son idée du centrage, c'est que il est important qu'on puisse croiser la ligne médiane du centrage. Alors c'est quoi la ligne médiane du centrage, parce que la plupart des gens connaissent la ligne médiane de la latéralité, c'est la ligne qui nous sépare entre notre droite et notre gauche. Quand on fait un mouvement croisé, on va croiser cette ligne médiane, en particulier quand on fait ce qu'on appelle, qui est connu sous le nom de cross-crawl. Les gens vont toucher un genou avec la main opposée, et bien là on croise cette ligne médiane, les gens comprennent bien que là on est dans un croisement de la ligne médiane de la latéralité. Mais il y a aussi une ligne qui me sépare entre mon haut et mon bas. Et donc cette ligne est quelque part au niveau du nombril, au niveau du bassin. Donc on va dire que le haut du corps, les membres supérieurs sont au-dessus de cette ligne, donc ce qu'on appelle communément les bras, et que les membres inférieurs, les jambes, sont en dessous de cette ligne. Donc c'est quel est le lien entre le haut et le bas, entre les bras et les jambes, entre, Gel Denison dit, les racines et les ailes, les jambes mes racines, les bras mes ailes. Alors les racines, ça reste à discuter parce que nous, c'est les racines qui bougent, donc c'est compliqué. Mais c'est pour dire, parce qu'en chinois, ils disent aussi que la vieillesse vient des membres inférieurs, donc on vieillit par les jambes, parce que si on ne prend pas soin de nos jambes, si on ne travaille pas l'équilibre, si on ne travaille pas les pieds, si on ne libère pas tout ce qui se passe au niveau du bas du corps, ça va remonter et nous affecter ailleurs. Donc dans toutes les méthodes un peu de gym chinoises, comme le Qigong et le Tai Chi, on va beaucoup travailler la force des jambes. Donc l'idée ici, c'est qu'il y a une bonne connexion entre le haut et le bas du corps. Ce qui est amusant, c'est que je viens de parler du mouvement croisé, le fameux cross-crawl. On demande aux jambes, avec une main, toucher le genou opposé, et puis de faire ça alternativement. Donc en gros, on marche sur place. La plupart des gens vont dire, ça c'est un mouvement de la latéralité. Mais c'est, excusez-moi, c'est autant un mouvement du centrage qu'un mouvement de la latéralité. Quand vous faites ça, vous coordonnez certes bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Alors oui, ça implique la dimension de la latéralité, mais en fait, vous bougez aussi bras et jambes, donc sauf erreur de ma part, haut du corps et bas du corps. Donc c'est autant
un mouvement de centrage qu'un mouvement de latéralité. Et vous savez quoi? Bingo! Le bras va de l'arrière vers l'avant pour rejoindre le genou qui se place en avant. Le genou passe de la position arrière à avant et ensuite se remet en place de avant-arrière. Autrement dit, c'est aussi un mouvement de focalisation, c'est-à-dire de la dimension avant-arrière. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'est pas possible de faire un mouvement qui n'implique pas les 3 dimensions, parce qu'un mouvement implique dimension dans l'espace et on peut faire des mouvements très spécifiques, mais quasiment tout le temps, c'est pas 100% vrai, mais quasiment tout le temps, les mouvements impliquent les 3 dimensions. Et c'est le cas du fameux mouvement croisé. Donc la dimension du centrage, c'est comment je suis à l'aise entre le haut et le bas, et comment ça communique entre mon haut et mon bas. Mais là, j'ai dit un truc clé, c'est que cette ligne de centrage, c'est la ligne du bassin. Comment Gail Ellison, elle parle du plan alors c'est le plan transversal hein, qu'on dit, mais elle dit le plan de la table. C'est imaginer quand je suis debout et qu'il y a une table, eh bien la table elle est au niveau de mon bassin, et c'est comme si je marchais tout droit et que tout d'un coup la table traversait mon bassin. Ben voilà, ce serait là ma ligne de centrage. C'est le plan de la table. Et la ligne de centrage va impliquer tout ce qui est rotation. Quand le bébé fait ce qu'on appelle le réflexe de retournement segmentaire, quand il va bouger ses jambes, qu'il va déplacer son bassin, qu'il va déplacer ses épaules, qu'il va déplacer sa tête, ou ce réflexe de retournement segmentaire marche dans l'autre sens, quand l'enfant regarde d'un côté, il va entraîner sa tête en rotation, qui va entraîner ses épaules, qui va entraîner son bassin et qui va entraîner ses jambes et il va se retourner. Et bien là, il fait cette rotation dans le plan du centrage, c'est-à-dire dans le plan de la table. Et donc, tout ce qui va être mouvement de retournement implique une très forte sollicitation de cette dimension au bas. Bien sûr, ça implique que le bébé va de sa droite vers sa gauche. Quand le bébé se retourne, ça, par exemple, s'il est sur le dos et qu'il lance sa jambe par-dessus l'autre, eh bien, il croise sa ligne médiane pour aller de l'autre côté. Mais ce déplacement se fait autour d'un centre de rotation, qui est évidemment la ligne qu'on appelle la ligne de gravité en IMP, c'est Mazgutova qui l'a nommé ainsi, mais qui est un peu notre ligne centrale, qui n'est pas la ligne médiane, qui est la ligne qui passe par le centre de la tête, un peu comme un barbecue, dont la broche passerait de la tête au coccyx. Donc c'est un peu ça l'idée, ça se fait dans le plan de rotation qui est le plan de la table et donc au niveau du centrage. Ça veut dire que le centrage c'est tout ce qui est haut et bas, tout ce qui est lié au bassin, à l'équilibre du bassin, au bon positionnement du bassin, au fait de pouvoir monter, descendre, sauter et se rattraper quand on a sauté, hein, c'est tout aussi important, si on saute et qu'on ne se rattrape pas, ça va faire mal. Et aussi à tout ce qui va être rotatoire, tout ce qui est rotation. Donc là, pour faire les liens avec l'IMP, parce que c'est aussi le but de cette série, pas juste de donner un cours d'éducation kinesthésique, autant suivre un cours, ce sera plus intéressant, puis surtout on vous montrera comment observer ces différentes dimensions, mais en IMP, on sait que cette dimension du centrage va être soutenue par un certain nombre de réflexes. Dans un premier temps, par des réflexes archaïques, puisque les réflexes archaïques sont présents à la naissance, et puis ensuite, qu'est-ce qui va prendre le relais? Ce sont les fameux réflexes de vie ou réflexes parfois qu'on appelle posturaux. Dans les réflexes archaïques, sont un certain nombre de réflexes archaïques qui font prendre conscience au bébé de la différenciation entre le haut et le bas de son corps. Vous imaginez qu'il y a plein de réflexes qui font prendre conscience de la différenciation entre la droite et la gauche, il y a tout un tas qui fait prendre conscience de la différenciation entre le haut et le bas. On peut citer par exemple un réflexe très intéressant, qui est le réflexe de Moro. Dans les podcasts, je vais évoquer les réflexes principaux et les plus connus du grand public. Il y a des réflexes qui, évidemment, en IMP, on travaille avec une quarantaine de réflexes. Je ne vais pas citer des réflexes moins connus, etc. Mais il y a plein d'autres réflexes, évidemment, dans les manuels de cours. On vous liste un peu, dans tous les réflexes qu'on connaît, un peu le rôle de chaque réflexe, à quoi il sert et est-ce qu'il intervient avec quelle dimension. Entre autres, ce lien réflexe-dimension sont issus directement des travaux de Svetlana Mazgutova, qui elle était, avant de faire le travail sur le réflexe, professeur de brain gym, c'est comme ça que je l'ai connue à l'époque, et qui ensuite a travaillé au niveau des réflexes, et qui a donc tout logiquement fait des interactions brain gym, éducation kinesthésique et réflexe. Et donc elle a fait un peu des statistiques en observant les 7 dimensions des gens, en l'occurrence surtout les 3 dimensions spatiales des gens, en particulier dans le handicap et chez les enfants en difficulté d'apprentissage. Donc elle a fait les observations, on va dire, dennisoniennes de ces dimensions, plus elle a fait les observations de réflexes, et elle a vu qu'il y avait une corrélation assez marquée entre telle dimension et tel type de réflexe. Autrement dit, certains réflexes vont forger plus une dimension qu'une autre, vont impacter le développement plus d'une dimension. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Quand je vais travailler cette dimension par des mouvements type brain gym, justement, je vais
va inciter ces réflexes à s'intégrer. Donc, en IMP, oui, pardon, j'étais parti au réflexe de Moreau. Le réflexe de Moreau, c'est ce réflexe quand on tient un bébé de moins de 3 mois dans les bras et qu'on fait semblant de le lâcher, que l'enfant sent qu'il part en arrière, un petit peu, eh bien, dès qu'il sent que sa tête part en arrière, de 30 degrés, si c'est moins de 30 degrés, il ne va pas réagir, mais si c'est un peu plus de 30 degrés, donc c'est pas énorme, hein, il va tout de suite élancer ses bras en arrière, ouvrir ses bras d'un coup relativement rapidement, et dans une moindre mesure ses jambes. En fait, il va quitter sa position initiale, qui est la position fétale, un peu refermé sur lui-même. Hein, les petits bébés de moins de 3 mois, ils sont en petite boule. Et puis il va quitter ses positions et ses bras vont s'ouvrir largement. Et puis en général, il va bloquer sa respiration ou pousser un cri. Ou si vous l'avez fait je ne vous incite pas à faire ça avec un bébé. Hein, c'est quelque chose qu'on observe, mais ce n'est pas une bonne chose à faire avec les bébés de s'amuser à faire ça. Hein. Si vous le faites une fois ou l'autre, c'est pas grave. Mais de s'amuser à faire ça plusieurs fois par jour, ça va créer du stress et de la peur parce que le bébé va se mettre à pleurer. La plupart du temps, il a peur, visiblement, il tombe. Hein, c'est pas amusant de faire un croche-patte à quelqu'un et de lui faire peur qu'il va tomber et se faire mal. Hein. C'est désagréable, évidemment, et c'est pas gage de bon développement de l'enfant. En revanche, si vous voyez un enfant qui fait spontanément beaucoup de moraux, ça nous indique quelque chose d'une insécurité dans son système. Il va falloir l'aider. Donc, quand je dis système, je veux dire organisme. Dans le Moro, on va avoir cette différenciation bras-jambes. On va avoir un mouvement des bras très fort et un mouvement moindre des jambes, mais il y a néanmoins une connexion entre la tête et les bras, et dans une moindre mesure la tête, les bras et les jambes. Un mouvement d'ouverture-fermeture. Et donc c'est un mouvement, si je puis dire, qui se place dans une connexion au bas du corps, bras-jambes. Et donc le réflexe de Moreau a une implication dans la prise de conscience du bébé de ce qui se passe entre haut et son bas. Au bout de 3 mois, ce réflexe n'est normalement plus actif. L'enfant contrôle sa tête et ne va plus activer les réflexes sous-jacents au niveau du corps, enfin le mouvement de bras et des jambes, le schème. Il a pris un meilleur contrôle de sa dimension du centrage par le contrôle de sa tête. Il faut savoir qu'en neurologie, on dit que le développement se fait en céphalocodal et en proximodistal, mais en céphalocodal, ça veut dire de la tête vers la queue, de la tête vers la périphérie. Donc c'est d'abord le cerveau et ensuite le reste. Donc le bébé doit d'abord contrôler sa tête, les yeux, le système vestibulaire, qui va lui permettre de contrôler le reste de son corps. Dans beaucoup de formes de handicap, il n'y a pas de contrôle de la tête et il n'y a pas de contrôle du corps non plus. Donc le bébé, une de ses premières missions, dans les 4 piliers de la motricité, je fais une conférence là-dessus, c'est un concept une conférence avec vidéo et diapo, qui s'appelle les 4 piliers de la motricité de Sally Godard. Chez Sally Godard, elle parle des 4 piliers de la motricité. Le numéro 1, c'est le contrôle de la tête. Et la mission, en quelque sorte, numéro 1 du bébé, ça va être le contrôle de la tête. Ensuite, il y aura le contrôle des extenseurs, il y aura les mouvements de rotation et tous les réflexes d'équilibration. Donc, la chose importante ici, c'est qu'il y a un certain nombre de réflexes archaïques qui sont présents à la naissance, qui vont aider, donc qui étaient déjà là dans le ventre de la mère, qui vont aider le bébé ou faire prendre conscience au bébé, on pourrait dire, du haut de son corps par rapport au bas de son corps, et donc prendre conscience de son centre et de son bassin. Donc il y a tout un tas de réflexes qui vont agir à ce niveau-là, à minima une dizaine de réflexes qui vont agir à ce niveau-là. Alors, ce qui est amusant, c'est que parfois, c'est certains réflexes qui n'agissent que en haut ou que en bas, donc qui permettent de différencier le haut du bas du corps. Par exemple, il y a un réflexe au niveau des jambes qui n'active que les jambes, qui s'appelle réflexe d'allongement croisé, qui permet à l'enfant de prendre conscience du bas de son corps. Puis il y a des réflexes qui, comme le réflexe de traction des mains, n'agit que sur le haut du corps. Donc l'enfant va prendre conscience d'un haut séparé d'un bas de manière automatique. Au début, c'est automatique, puis il va prendre conscience de ça, puis différencier. Puis il y a d'autres réflexes comme le Moro qui activent simultanément haut et bas du corps et qui coordonnent d'une certaine manière haut et bas du corps. Vous voyez, il y a les deux cas de figure. La différenciation et ensuite l'intégration ou la connexion. Donc, ça, c'est une notion qui est importante, c'est que ces réflexes archaïques, ils vont ensuite, comme toujours, s'inhiber dans un premier temps pour passer la main à des réflexes de vie, de nouveaux réflexes qui n'étaient pas présents à la naissance, qui vont organiser les choses d'un point de vue postural, pour pouvoir tenir debout, marcher, courir et faire toutes les activités qu'on fait. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ce réflexe archaïque va passer d'un état d'inhibition à un état d'intégration, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de transformation qui se fait, de transmutation qui se fait de plusieurs réflexes archaïques qui se transforment en un réflexe de vie.
Et tant que tout va bien, c'est les réflexes de vie qui prennent le relais. Si du stress arrive, des perturbations dans la vie émotionnelle ou autre, eh bien ces réflexes de vie n'arrivent plus à jouer leur rôle et les réflexes archaïques reprennent le dessus, momentanément ou de manière plus pérenne si le stress est chronique, répétitif ou a été très fort initialement. Et c'est là que nous, on intervient, ainsi que d'autres professionnels, comme des psychomotes, comme des kinésithérapeutes, comme des ostéopathes, et puis évidemment, surtout les gens experts formés en réflexe, je dis formés en réflexe ou en intégration motrice primordiale, de manière plus large. Donc voilà. Donc, cette dimension au bas, cette dimension du centrage, est sous-tendue par un certain nombre de réflexes archaïques et ensuite des réflexes de vie. Dans ces réflexes de vie, on va trouver, je l'ai évoqué un petit peu, le réflexe de retournement segmentaire, mais on va trouver des réflexes liés, qu'on appelle réflexes de gravité, réflexes d'équilibre, et ça va être très important. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que, en fait, en IMP, si vous suivez un stage d'IMP, je vous encourage vivement à suivre un stage d'IMP, on peut commencer par 2 séminaires, soit au cœur du mouvement, qui est un séminaire où on travaille plutôt sur le corps, des mouvements pour le corps, les automassages, etc. Mais dans ce séminaire, on ne parle pas réflexe. Ça peut être surprenant, l'IMP, ce n'est pas une approche réflexe uniquement centrée, réflexo-centrée, c'est une approche beaucoup plus vaste. Et une des choses importantes, c'est d'apprendre à libérer les tensions corporelles, d'être bien avec son corps, de remettre en place les fondations corporelles. Et ça, c'est ce qu'on fait dans le corps, dans le stage nommé au cœur du mouvement, ACDM pour les intimes. Mais la porte d'entrée principale, 98% des gens commencent le stage et à juste titre, commencent leur formation par le stage qui s'appelle au cœur du mouvement. Oui, au cœur du mouvement. ACDM. Non, je dis n'importe quoi, pardon. ADM. C'est l'alphabet du mouvement. ADM, l'alphabet du mouvement. Beaucoup de gens disent l'ABC du mouvement, mais ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle l'alphabet du mouvement. C'est amusant, pourquoi ce titre? Parce que c'est comme si les différents réflexes formaient un alphabet moteur qui allait ensuite se combiner ces lettres en mots, en phrases, en poèmes, etc. Donc les réflexes, c'est l'architecture de base. Alors c'est pas de moi, hein, c'est d'une femme extraordinaire qui s'appelle Bonnie Benbridge Cohen et qui a écrit un livre qui s'appelle Sentir, ressentir, réagir. Enfin, c'est une compilation d'articles. Et il y a 2 chapitres vers la fin qui s'appellent l'alphabet du mouvement, chapitre 1, chapitre 2. Donc j'ai trouvé ça absolument génial. Et quand j'ai créé l'IMP, j'ai dit, ça, pour rendre hommage à cette dame et son génie, j'ai appelé le premier séminaire d'IMP l'alphabet du mouvement. Voilà, ADM. Eh bien, le premier réflexe, le premier schème, je devrais dire, qu'on enseigne en IMP dans le premier stage, ça s'appelle l'étoile à 6 branches. Alors c'est comme ça que l'a nommé, je pense que c'est une découverte véritablement de Bonnie Benbridge Cohen, justement. Elle l'appelle aussi la radiation du nombril, donc on l'appelle radiation du nombril, rayonnement du nombril, étoile à 6 branches, ou, alors c'est Mazgutova qui l'a renommé comme ça plus tard, Mazgutova l'appelle aussi réflexe de centrage. Vous voyez, réflexe de centrage. Donc on va parler un tout petit peu de cette étoile à 6 branches. Alors, il faudrait quasiment un épisode au moins d'1 heure sur le sujet de l'étoile à 6 branches, mais en gros c'est quoi? Je viens de dire que, très rapidement, qu'en neurologie ou en psychomotricité, en développement, on dit que le développement, c'est que ça se fait comme ça, on a constaté que le développement humain ou animal se fait en céphalo-caudal, je le dis, de la tête vers la queue, et en proximo-distal, du centre vers la périphérie. C'est ça que ça veut dire. Dans un épisode de podcast, j'ai parlé du vieillissement et du fait que quand on vieillit, on va d'abord perdre la périphérie, la force des doigts, des bras, etc. Et ensuite, le centre est touché. Et quand le centre est touché, c'est la mort. Donc l'idée de ce travail proximo-distal, c'est que le bébé va développer d'abord son centre, puis sa périphérie, et que quand on va vieillir, on va perdre d'abord le contrôle de la périphérie, puis du centre, et puis c'est la mort. Eh bien, il se trouve que le bébé, à la naissance, dans le ventre de la mère, le bébé il est organisé en position fétale, sous l'influence d'un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique labyrinthique. Ce réflexe tonique labyrinthique maintient le bébé en position fétale, en position de flexion. Lors de la naissance, au moment du passage de la naissance, le bébé va explorer pour la première fois l'extension. Il va avoir une forte extension de tête, une forte extension de tête qui va entraîner une extension de tout le corps, des bras et des jambes. Et donc le bébé va commencer à initialiser ses extenseurs. Donc là, on parle du
réflexe tonique labyrinthique, RTL. C'est un réflexe archaïque. Mais le bébé, on pourrait dire que ses premières, on pourrait dire, les premiers ressentis que nous avons eus en tant que bébé, c'est dans le ventre de notre mère, c'est à la position embryonnaire puis fétale, c'est dans le ventre de notre mère où on était organisé autour d'un centre qui était le nombril, dans un liquide amniotique, avec des stimulations périphériques qui tournent autour d'un centre, un peu comme une roue. On s'est organisé un peu comme ça dans notre liquide amniotique, dans le ventre maternel et dans voilà, c'est le mot que je cherchais, dans notre placenta. Donc le bébé flotte dans le liquide amniotique qui est dans le placenta, qui est dans le corps de la mère. Il y a cette organisation en étoile, comme une roue. Et dans cette situation-là, le bébé est embrassé de partout, il est entouré, bref, je ne veux pas m'étendre trop sur ce réflexe et sur tout ça, parce que c'est vraiment aller trop loin dans les explications, faire un podcast encore beaucoup trop long, et d'amener beaucoup de concepts. Mais au moment de la naissance, le bébé va être sous l'influence de la gravité tout d'un coup. Ce n'était pas le cas dans le ventre de la mère. Et là, c'est énorme, parce que la gravité va réorganiser, ou va organiser tout différemment à partir de la naissance. Et puis on va couper le cordon ombilical, hein, forcément. De toute façon, si on ne le fait pas au bout de 3, 4, 5 jours, le cordon ombilical va se dessécher et puis va tomber lui-même. Hein. Donc en général, on le coupe dans les minutes qui suivent la naissance. Normalement, une fois que le cordon a fini de battre et que le sang a fini de se transférer du placenta vers le bébé, eh bien, on va couper le cordon. Et donc le bébé va être sous l'influence de la gravité, va devoir réorganiser tout ce qu'il a appris dans le ventre de sa mère. Donc il y a un changement de paradigme qui est ici phénoménal. Je crois. Dans la vie, il n'y a pas d'autre changement de paradigme, il n'y a pas d'autre transition qui soit aussi forte que de passer de l'état fœtal à l'état de bébé. Première respiration, à influence de la gravité, régulation de la chaleur, régulation de se nourrir, d'aller chercher la nourriture, alors qu'avant elle était apportée 24 heures sur 24 par le nombril, par le cordon ombilical. Vous voyez, il y a toute une énorme réorganisation qui est faite. Et là, le bébé va devoir s'organiser du centre vers la périphérie en étoile. Et Bonnie Bellbridge-Cohen. Alors, Bonnie Bellbridge-Cohen, c'est celle qui a créé une approche qui s'appelle le Body Mind Centering, BMC. C'est une danseuse. Et son approche est absolument géniale. Et un des points de son approche, c'est de comprendre le développement embryonnaire, comprendre le développement fœtal, comprendre les réflexes archaïques et les réflexes posturaux pour organiser le geste du danseur. Elle dit qu'il n'y a pas de geste qui n'est pas une base d'alphabet et moteur que sont les réflexes archaïques. Et donc elle a créé une méthode il y a très longtemps, c'est sans doute c'est une des pionnières, une des premières qui a parlé des réflexes, qui a amené la notion de pattern en anglais, qui a été traduit dans ce livre par Shem, et c'est pour ça que j'ai repris le terme en IMP, Shem, ça vient directement des travaux que je salue largement de Bonnie Bellbridge-Cohen. Quand la première fois que j'ai entendu parler de réflexes et que j'ai fait des recherches, le premier truc sur lequel je suis tombé, c'est ce travail. En fait, c'est Gail Denison qui m'en a parlé, parce que Gail Denison était une danseuse et qu'elle a connu le travail de Bonnie Bellbridge-Cohen. Elle m'a dit, tu t'intéresses au sujet des réflexes, creuse ce que dit Bonnie Bellbridge-Cohen, et c'est de là que tout a démarré. Hein. Donc voilà, encore une fois, quand je dis que les Denison sont mes mentors, ou Paul Denison est mon mentor, Gail Denison a un rôle à jouer très fort, et elle m'a parlé de Bonnie Bellbridge-Cohen. Je me suis pensé sur le sujet, et un peu plus tard est né l'IMP. Donc merci Bonnie, merci Gail, des femmes extraordinaires, et je pèse vraiment mes mots. J'ai malheureusement jamais eu la chance de suivre des cours avec Bonnie Bellbridge-Cohen. La seule fois où elle est venue en France, que j'ai eu connaissance du fait qu'elle venait en France, je animais moi-même une formation que je ne pouvais pas annuler, il y avait déjà du monde inscrit et tout, donc j'ai demandé à une amie à l'époque de suivre le cours pour moi, je lui ai payé le cours, et de me faire la retransmission du cours. C'est un cours sur l'embryologie et ce qu'elle a fait, mais malheureusement je n'ai pas eu la chance, je pense que ça ne se représentera jamais cette chance, de rencontrer Bonnie Bellbridge-Cohen du Body Mind Centering. Bref, elle va insister beaucoup sur j'ai dit que ça s'appelait l'étoile à 6 branches, elle nommait ça la radiation du nombril, ou l'étoile à 6 branches, parce qu'il y a 6 branches. Et ces 6 branches, donc je vais vite là, parce que ce n'est pas le but, c'est connexion nombril-bouche, nombril-sacrum, coccyx. En vrai, c'est nombril-bouche, nombril-anus, nombril bras droit, nombril bras gauche, nombril jambe droite, nombril jambe gauche. Si vous êtes gaucher, vous dites nombril jambe bras gauche, nombril bras droit, et ainsi de suite.
c'est comment je connecte mon centre, c'est-à-dire les deux premières connexions, c'est bouche-anus, bouche-anus, comment je connecte ce centre à ma périphérie. Et tout commence de là. Le bébé doit s'organiser du centre vers la périphérie. C'est une autre manière de dire le développement se fait en proximo-distal. Mais il se fait via des connexions très identifiables. On peut bien identifier quand le bébé est dans les bras de sa mère, quand le bébé tète, quand le bébé est posé au sol, quand le bébé est en portage, parce que Bonnie Benbridge-Cohen souligne l'importance de tout ça, du portage, de l'allaitement, de mettre le bébé au sol, des mouvements primordiaux. Elle insiste beaucoup là-dessus, et donc sur des comportements qui correspondent plus à notre ADN, des comportements plus tribal, archaïques, préhistoriques, qu'à des comportements modernes où le bébé va être mis dans une coque, laissé dans un berceau, isolé, dans une chambre, etc., etc. Et donc le bébé va créer ses connexions centre-périphérie, autrement dit, il met en place son réflexe de centrage dès les premières heures après la naissance. Ce qui est très intéressant à souligner, c'est que normalement, comment on définit un réflexe archaïque, comment on définit un réflexe de vie, c'est que les réflexes archaïques sont présents à la naissance et vont s'inhiber puis s'intégrer, alors que les réflexes de vie ne sont pas présents à la naissance et émergent au bout de quelques semaines au fur et à mesure que les réflexes archaïques s'inhibent. Mais c'est pas... Enfin, si c'est le cas du réflexe de centrage de cette toile à 6 branches, puisque ce réflexe de centrage, il se met en place, on va dire, dès que le bébé naît et qu'il est soumis à la gravité, et encore plus quand on va couper le cordon ombilical. Donc on peut dire qu'il apparaît quasiment au moment de la naissance. Donc évidemment, il n'était pas présent avant, parce qu'il fallait l'impact de la gravité. Donc ce réflexe apparaît au moment de la naissance et va continuer à se forger pendant plusieurs mois, évidemment, quand le bébé apprend à connecter tête, sacrum, bras et jambes. Mais dès la naissance, il y a la mise en place de cette étoile à 6 branches, et ça c'est absolument majeur. Donc, vous voyez, en IMP, première chose qu'on fait, c'est le centrage. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que, en fait, c'est amusant. Quand j'ai suivi les formations avec Svetlana Mazgutova et que je suis devenu professeur de MNRI, de la méthode Mazgutova, je suis devenu professeur vers 2005, je dirais, 2006, en invitant régulièrement Mazgutova, c'est-à-dire plusieurs fois par an en France, en Belgique, et en la traduisant. Donc, au bout d'un moment, elle m'a autorisé à donner les cours de base pour qu'elle puisse venir donner les cours plus avancés. Et donc, j'ai fait ça jusqu'à temps que je crée... enfin, non, avant que... Donc, ouais, bref, peu importe, on s'en fout. Pendant quelques années. Dans les cours de base de Mazgutova, il n'y a pas cette étoile à 6 branches. Il vient dans un cours plus avancé lié au réflexe de vie. C'est logique, c'est un réflexe de vie. Mais quand on discute avec elle, elle nous dit qu'une des choses les plus importantes à faire et une des premières choses à faire quand on travaille avec des gens en séance individuelle, c'est l'étoile à 6 branches. Et donc pour moi, c'était pas logique que ce ne soit pas enseigné dans le premier séminaire, puisque c'est la première chose qu'on est censé faire avec les gens, et connaître et observer, et remettre en place. Donc, c'était logique pour moi que ce soit le premier réflexe qu'on étudie en IMP, qu'on enseigne, qu'on montre, puisque c'est celui qu'on utilise en premier. C'est pas obligatoire, mais c'est une des premières choses à connaître. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ça veut dire qu'on commence l'enseignement de l'IMP, non pas par les réflexes archaïques, c'est très révélateur, mais par un réflexe de vie, par un réflexe postural. On commence à dire en IMP que la chose importante, c'est qu'on soit bien organisé dans notre centrage, réflexe de centrage, en étoile. Alors, il y a deux raisons à ça. Première raison, c'est que quand on met déjà en place corporellement ces premières connexions, parce qu'il s'agit donc de 6 branches de mon organisation en étoile, il s'agit tout simplement de se mettre dans la position de l'homme de Vitruve, on y revient, dessiné par Léonard de Vinci. Eh bien, on réorganise les choses corporellement, ce qui va faciliter beaucoup de choses pour la suite avec la personne, ce qui va faciliter l'observation des autres réflexes qu'on serait amené à observer, ce qui va tout de suite donner à la personne beaucoup de bien, parce qu'elle sera mieux organisée dans son centre, elle se sentira plus centrée physiquement, mais aussi parce que dès qu'on va agir sur cette étoile à 6 branches, la personne se sentant plus centrée physiquement, tout comme les gens qui pratiquent le tai chi, vont aussi se sentir tout de suite plus mieux au niveau du cœur, si je puis dire. Denison dirait ça, plus dans leur cœur, lui il dit dans le cœur du corps, en s'amusant à faire un jeu de mots avec le français, il bafouille quelques mots de français, et ça l'amuse beaucoup de dire que la dimension du centrage est liée au cœur du corps. Il a même créé un stage qui s'appelle Total Core Repatterning, remodelage complet du centre du corps, on pourrait le traduire littéralement, mais qu'il a souhaité qu'en français on traduise, en discutant avec lui, par au cœur du corps, aller au cœur du corps. Et
Ça, c'est quelque chose d'absolument majeur, c'est qu'on va commencer par remettre les gens dans leur cœur du corps, dans leur centre, dans leur réflexe de centrage, dans leur étoile à 6 branches, mais l'impact qu'on va avoir est une organisation à la fois corporelle et à la fois émotionnelle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans les 4 dimensions de l'espace, dans les 4 dimensions qui existent dans l'univers, il y a 3 dimensions spatiales et une temporelle, et j'ai dit la dimension temporelle est travaillée dans les 7 dimensions d'intelligence de Denison, à la fois dans la dimension qui s'appelle la motivation et à la fois dans la dimension du centrage. Parce que dès qu'on travaille le centrage, c'est à la fois corporel et, appelez ça émotionnel, psychologique ou quoi, c'est qu'on est plus dans notre centre, dans notre cœur. Donc voilà pour cette dimension du centrage, qui est une dimension majeure. Et pourquoi je commence par cette dimension du centrage? Pourquoi je parle de cette dimension-là? On pourrait la présenter dans un numéro 7, en numéro 1, en numéro 2, en ce qu'on veut. Parce qu'à un moment donné de sa vie, Paul Denison a dit j'ai souvent présenté la latéralité en premier, droite-gauche. On pourrait commencer à parler de la focalisation en premier, parce que c'est ce qui se développe en premier, la dimension avant-arrière, au niveau cérébral et tout, dans l'embryon, c'est ce qui développe en premier. Donc on pourrait parler de ça en premier. C'est la sécurité physique, c'est les stratégies plus corporelles. Donc on pourrait parler d'abord de ça. C'est les réflexes, en fin de compte, presque, la dimension de la focalisation. J'y reviendrai quand on parlera de cette dimension. Mais à un moment donné, il a dit si c'était à refaire, je commencerais par la dimension du cœur, qui est la dimension du centrage, et mettre déjà d'abord les gens dans leur centre, dans leur cœur. Voilà. Bon, tout ça est un point de vue théorique, parce que quand on va travailler avec les gens, on regarde simultanément les 3 dimensions. C'est la première observation qu'on fait. Droite, gauche, au bas, avant, arrière. On demande à la personne comment elles se sont dans ces 3 dimensions. Si elle me dit droite, gauche, je fais la latéralité. Au bas, je fais le centrage. Avant, arrière, je fais la focalisation. Donc c'est de toute façon toujours la personne qu'on accompagne qui a la main mise, qui a le ressenti, qui a le dernier mot sur qu'est-ce qu'elle ressent et de quoi elle a besoin. Donc voilà, c'est d'un point de vue pédagogique que ça a un intérêt de commencer par telle ou telle dimension dans ces 7 dimensions. Donc voilà, et en IMP, eh bien, à la fois par tout à fait par notre pratique en cabinet, par la théorie, par ce que dit Mazgutova, ce que dit Denison, ce que dit Bonnie Benbridge-Cohen, on a décidé dans nos programmes de commencer l'enseignement par l'étoile à 6 branches et d'une certaine manière donc par la dimension du centrage, la dimension haut-bas, de se recentrer. Il y a bien sûr, et je vais m'arrêter là pour ce podcast, mais il y a bien sûr des tas d'autres réflexes autres que l'étoile à 6 branches qui sont impliqués dans la dimension haut-bas, évidemment. Mais on ouvre la porte de l'IMP par la dimension du centrage, par remettre les gens dans leur centre, ou pour employer le terme de Denison, pour amener les gens au cœur du corps, dans leur cœur, dans leur centre. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger. Encore une fois, j'ai pas de plan. Si j'avais un plan, les épisodes de podcast dureraient beaucoup moins longtemps. Mais voilà, l'idée c'est que mes pensées vont d'un endroit à l'autre et que ça crée parfois, non pas une boucle circulaire qui revient sur elle-même, mais je pense, et j'espère que vous le ressentez ainsi, comme une spirale qui s'enrichit, une idée amène l'autre. Encore une fois, l'idée c'est comme une petite promenade entre amis, sauf que si vous étiez à côté de moi, vous me donneriez votre point de vue, on échangerait, on se poserait des questions, on approfondirait le concept, chacun amenant sa petite touche personnelle. Ce serait chouette. C'est pour ça que nous, on adore donner des formations. Et je vous rappelle aussi qu'on fait des Zooms tous les mois, des Zooms gratuits, ouverts à tous, réponses aux questions. Donc vous pouvez trouver les liens sur le site internet reflex.org. Vous devez trouver Réseau Pro, l'onglet Réseau Pro. Et ensuite, vous verrez tous les podcasts, tous les Zooms futurs à venir, soit en interview des gens, soit les zooms de réponse aux questions, et à ce moment-là, vous pouvez venir, et il y a des échanges qui se font avec des professionnels, c'est toujours passionnant, donc n'hésitez pas à vous rajouter, à vous joindre à nous sur les zooms qu'on fait, c'est plutôt réservé, enfin ils sont réservés aux gens qui ont suivi au moins un cours en IMP, donc je pense que c'est la majorité des gens qui m'écoutent ont suivi un cours d'IMP, donc voilà. Merci, à très très bientôt pour un autre épisode.